Des sextoys vegan, les animaux dans la campagne présidentielle, un Burger King 100% vegan et des animalistes en Ukraine. Bienvenue dans le journal de la cause animale, édition avril 2022. Voilà, comme d'habitude, on vous fait un résumé des actus du mois. Nous sommes en compagnie de Judith Dei-Rossi. Bonjour. Bonjour Judith, et tu représentes donc Wellfarm. Tu es chargée d'études, recherche et affaires juridiques à Wellfarm. Wellfarm, ok, bienvenue. Nous sommes toujours en belle compagnie des chroniqueurs et des chroniqueuses. Aujourd'hui, on va vous proposer un format un petit peu différent. On va réunir les actus dans des rubriques. On va commencer tout de suite avec la première rubrique, le Salon de l'agriculture. Alors, il faut savoir que le Salon de l'agriculture, c'est la plus grande foire agricole de France. Il a eu lieu en fait du 25 février au 5 mars et c'était la 58e édition avec plus de 500 000 visiteurs et visiteuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Je pense, Alban, tu peux commencer ? Ah oui, alors déjà, pour cette année, on a eu la chance d'avoir 3 leaders du végétal qui sont venus au Salon de l'agriculture. Il y avait les 3 startups La Vie, Eura et les nouveaux affineurs. Et ça, c'est une première, c'est ça ? Oui, c'est une première. Ah, c'est magnifique. Il y avait déjà les nouveaux affineurs qui étaient déjà venus depuis 2018, mais c'est vraiment une première qui est 3 startups. Surtout que La Vie a été le 2e stand le plus visité du salon. C'est génial parce qu'en plus là, la viande végétale, c'est la première fois qu'il y en a. Les fromages, oui, il y en avait déjà eu, mais la viande végétale, c'est vraiment une grande première. Et on est d'accord, on parle bien du salon de l'agriculture, donc toutes les agricultures devraient être représentées et aussi bien donc le végétal. Absolument, absolument. Est-ce que vous avez d'autres points justement sur le salon ? Oui, moi j'ai une petite bonne nouvelle. Est-ce que vous connaissez UFC Que Choisir ? Non, du tout. Alors c'est une association de consommateurs qui a plus de 70 ans, qui n'est pas franchement pro-vegan puisqu'il s'était justement opposé à toutes les appellations de steaks végétaux, de laits végétaux, etc. Et là, ils ont sorti un article pour dénoncer ce qu'ils appellent les infox du salon de l'agriculture, qui essayent de donner une bonne image justement de l'élevage, de la viande, autant au point de vue nutritionnel que au point de vue environnemental. Et UFC Que Choisir a souligné que c'était un peu du grand n'importe quoi. Il y a eu d'autres actus, je pense, pendant le salon de l'agriculture. Oui, il y a aussi quelque chose qu'on peut souligner et qui est assez étonnant, comme je vous disais tout à l'heure, déjà au fait que on devrait vraiment représenter tout type d'agriculture, mais c'est de pouvoir aussi rencontrer au salon de l'agriculture des chiens, enfin des élevages de chiens et de chats. On se demande vraiment qu'est-ce que cela a à voir dans le salon de l'agriculture. Pour les animaux domestiques, c'est ça ? Exactement. Et donc on se dit que plutôt que de laisser de la place à ce type d'éleveurs-là, ce serait vraiment bien de mettre encore plus en avant, voilà, le végétal ou en tout cas tous les différents. Là-dessus, il y a Insolent Veggie qui a fait une super BD encore une fois là-dessus, qui a parlé justement de la présence des chiens et des chats, qui a parlé du fait que il y a quasiment pas d'agriculture végétale, alors que pourtant le végétal c'est de l'agriculture. Exactement. Donc voilà, je pense que ce serait bien que le salon de l'agriculture se réinvente et se remette un peu au goût du jour. Il y avait même un stand avec un dromadaire pour promouvoir le lait de dromadaire quand même. Ah oui. Donc c'est le comble. On se demande quelle est l'utilité ou la finalité de ça. C'est quoi ? Ça va être de remplacer tous nos élevages de vaches par des dromadaires qui n'ont rien à faire en France. Donc il y a des choses qui sont quand même encore très incohérentes. Par rapport à tout ça, on mettra des commentaires, dans les commentaires les liens, je pense à Insolent Veggie. J'ai vu 2-3 petites choses qu'elle a faites, c'est vraiment hilarant. On va passer tout de suite à la deuxième rubrique, qui est quand même l'actualité du moment, c'est les élections présidentielles. Donc les élections, je rappelle que c'est le 10 et le 24 avril. Mobilisez-vous pour élire votre prochain ou prochaine présidente, c'est super important. Alban, je crois que L214 nous aide en fait à mieux voir un petit peu. Oui, c'est ça. En fait, ils ont fait un classement des candidats selon leurs engagements en fait pour l'élection présidentielle. Mais déjà, avant de commencer, il faut savoir que beaucoup de Français veulent des mesures pour les animaux. Pour la présidentielle, c'est 86% des Français, il me semble. Et donc pour ça, L214 a analysé un peu les programmes des candidats. Et ça, c'est mis à jour chaque semaine. Donc en tête, on retrouve Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Et puis à la fin, évidemment, mais ça je pense qu'on s'en doutait, Éric Zemmour. Après, donc les critères, il y a 6 critères d'engagement. Il y a notamment sortir de l'élevage intensif, mettre fin à la pêche industrielle, démocratiser l'alimentation végétale, créer un ministère de la condition animale, porter la condition animale dans le débat public et agir pour les animaux en tant que mouvement politique. Il serait temps. Oui, moi j'avais envie de rebondir un petit peu là-dessus, si tu veux bien, Alban. En gros, il y a Combini qui a sorti également un article là-dessus qui fait un petit peu l'état des lieux de ce que proposent les différents candidats et candidates pour le bien-être ou la condition animale. Et j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon des propositions les plus inutiles, en fait, si ça vous va. Parce que ça peut être assez rigolo. Alors, en premier, je vous propose de commencer par le roi, notre cher président, qui a une mesure dans son programme pour la condition animale, c'est même moins qu'Éric Zemmour, et il propose de mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnés.
Je sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Moi, je trouve que c'est sans commentaire. Il n'y a rien sur les animaux d'élevage, sur les animaux en captivité, rien. Strictement rien. Donc c'était vraiment histoire de dire j'ai fait une ligne, quoi. C'est tout à fait ça. C'est un peu comme quand tu marques ton nom sur la copie pour pas avoir 0. Deuxième, Éric Zemmour, tant qu'à faire. Il a quand même 5 propositions pour le bien-être animal, enfin le bien-être avec des guillemets dans son programme. Et alors celle que je trouve magique, c'est qu'il propose de renforcer les contrôles pour la maltraitance animale dans les abattoirs et les élevages intensifs. Alors sachant que des contrôles déjà il n'y en a pas, en fait 0 x 0 ça fait toujours 0. Ensuite alors on a Anne Hidalgo qui elle propose 3 mesures pour la condition animale et il y en a une qui m'a beaucoup fait sourire. Elle propose de lancer des assises du bien-être animal. Donc en fait ça veut dire quoi? C'est qu'on s'assied autour d'une table et puis on dit que les animaux vont bien. Et voilà, je vois pas ce que ça peut être d'autre parce que rassurer, en fait. C'est un peu léger, ouais. Parce que concrètement, dans les abattoirs, on sait très bien que les animaux, ils vivent pas de la thalassothérapie, que dans les chasses, les sangliers, ils se font pas faire des manucures, donc bien-être animal, voilà, c'est un petit peu léger, c'est un petit peu de la communication et des éléments de langage. Et pour terminer, un petit truc un peu mignon, on va terminer sur une note de mignonitude, Valérie Pécresse, qui propose de créer un label Ville amie des animaux pour les communes qui s'engagent pour le bien-être animal. C'est chou, hein. Ça sert à rien, mais c'est chou. Ouais. Ça fait très. Merci pour ce tour très ironique. Il y a une initiative aussi qui est lancée et justement on va faire intervenir notre cher invité. C'est une initiative organisée par CAP, Convergence Animaux Politiques. On a eu la chance justement d'interviewer ici. Et donc ça réunit 29 ONG pour demander aux candidats aux élections présidentielles, plus d'engagement pour les animaux, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc Engagement Animaux 2022, c'est un collectif, comme tu l'as dit, qui réunit 29 ONG. Et en fait, on va demander aux candidats de se prononcer sur 22 mesures, donc 22 pour 2022, qui sont réparties en 6 thématiques différentes. Donc on a par exemple les animaux d'élevage, on a animaux et société, l'expérimentation animale, les animaux sauvages, les animaux de compagnie. Et donc là, on a établi plusieurs mesures et après, on va attribuer un score à chaque candidat. D'accord, justement sur le site c'est vraiment bien fait, on mettra d'ailleurs dans les commentaires. Sur le site il y a vraiment tous les scores de tous les candidats. C'est ça. Et on voit ceux qui sont en tête, c'est ce qu'on a cité exactement, tout à l'heure. C'est ça, il y a un classement qui est fait. Après, donc il y en a qui se sont pas du tout prononcés. On disait Emmanuel Macron, effectivement, son programme est vide concernant le bien-être animal. Ouais. Et donc en tête, on a Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot à 98%. On a Anne Hidalgo à 92% parce qu'elle a quand même dans son programme des mesures qui correspondent à celles que nous on a identifiées. Et il me semble qu'il y a Philippe Poutou aussi, alors lui qui est contre la chasse, donc j'ai été assez surprise de l'apprendre. Mais effectivement, Philippe Poutou, il a 77% dans notre classement, donc Nathalie Arthaud aussi, 85%. C'est souvent la gauche. C'est ça, c'est vrai. Marine Le Pen, elle a quelques engagements aussi, mais ça reste assez. Enfin, c'est pas très pratique, c'est très juridique. En fait, Marine Le Pen, j'ai vu que ce qui était intéressant, c'est qu'elle proposait quand même on va dire des droits constitutionnels pour les animaux, mais elle est pour l'élevage intensif. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le reste de son programme. Elle essaye de contenter tout le monde et au final, elle contente personne. Ça, effectivement. Un peu une récupération politique, comme très souvent. Je me permets de m'attarder aussi un petit peu sur Wildfarm. Wildfarm, donc vous êtes une ONG créée en 1994, assez ancienne. Et alors je précise aussi que vous êtes plutôt welfariste versus abolitionniste. Alors nous on se cache pas, c'est vrai qu'on est plus abolitionniste parce qu'on tend vraiment vers l'abolition de l'exploitation animale. Et vous alors comment vous vous positionnez? Enfin j'ai des petites questions par rapport à ça. Quelle est votre stratégie justement pour les animaux? Alors nous, on est vraiment une association qui va promouvoir le bien-être animal. Donc ça signifie qu'on n'est pas pour la fin de l'élevage, contre la consommation de viande. Donc ça n'empêche que parmi nos sympathisants, on a des véganes, des végétariens. Mais c'est vrai que nous, on va privilégier le dialogue avec les acteurs. Ça peut être avec les professionnels, mais aussi pour mener des actions de plaidoyer. C'est vrai que on est toujours dans cette démarche de promouvoir le bien-être animal sans forcément, sans mettre un terme à l'élevage. J'ai envie de te demander là-dessus, est-ce que vous avez des actions en faveur de la reconversion des éleveurs ou en faveur pour les jeunes qui arrivent dans l'agriculture pour qu'ils se dirigent vers les filières végétales, ou comment ça se passe? Est-ce que c'est prévu des actions de ce genre? Pas directement à ma connaissance. En fait, nous, on est plutôt, on va proposer un accompagnement aux éleveurs qui cherchent à instaurer plus de bien-être animal, ou à travers nos campagnes, on va essayer de les sensibiliser sur toutes ces questions-là. Ok, mais pas forcément à une future transition. Okay. Pas forcément. Après, on a quand même des messages qui consistent à privilégier consommer moins de viande, mais mieux, de la viande de meilleure qualité qui est issue d'élevage
dans lesquels il y avait quand même du bien-être animal, mais pas directement la transition vers un élevage, vers la fin de l'élevage. Et concernant les élevages intensifs, on entend souvent, parfois dire que les éleveurs qui veulent sortir de ce système sont complètement bloqués parce qu'ils sont tenus par les multinationales, par les circuits de distribution, etc. Est-ce que vous avez des choses justement pour les aider là-dessus, pour les aider au moins à sortir du système intensif ? Alors là, je dirais qu'on va plutôt privilégier des actions avec les acteurs institutionnels, donc directement au niveau français, au niveau européen, parce que c'est là que les décisions sont prises, et c'est de ça que va découler au final, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de décisions politiques qui sont prises au niveau institutionnel. Donc, pour les accompagner. Exactement. En tout cas, parmi les grosses campagnes que vous menez, moi j'en ai une qui revient tout de suite, c'est la campagne contre la castration à vif des porcelets. Et c'est vraiment, je vois des panneaux dans le métro, il y a vraiment une grosse campagne. C'est plutôt ce type de campagne que vous faites chez Wild Farm ? Voilà, la campagne contre la castration, c'est une de nos plus anciennes campagnes, donc depuis les années 2010, je crois, et on l'a un peu transformée au fur et à mesure justement des évolutions législatives. Et donc là, on l'a relancée cette année pour demander l'interdiction de la castration des porcelets, qui nous avait été promise il y a plusieurs années. Au final, là, on a eu un texte qui interdit théoriquement la castration, mais qui peut, elle peut se poursuivre sous condition d'analgésie et d'anesthésie, pardon. Et pour nous, c'est pas du tout satisfaisant parce que c'est quand même synonyme de souffrance animale dès lors que les porcelets sont castrés. Donc on demande l'arrêt pur. Et ça faisait pas partie des promesses d'Emmanuel Macron sur sa campagne de 2017, en plus d'interdire la castration à vif? Vous faites partie d'une campagne justement des promesses qui n'ont pas été tenues et on se rend compte qu'il y en a énormément. Exactement. Malgré une proposition de loi qui a été faite là en fin d'année dernière, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc c'est vraiment de la poudre aux yeux pour vraiment faire de la récupération politique comme on disait tout à l'heure et essayer de contenter un peu tout le monde et s'assurer son électorat en fait. Votez le 10 et le 24 avril, c'est super important. On a enfin le pouvoir de voter pour en tout cas une campagne qui prévoit un petit peu mieux, des meilleures choses en fait pour les animaux. Et d'ailleurs, on peut vous renvoyer vers le débat qui avait été tourné le mois dernier entre Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Animaliste qui était encore dans la course à la présidentielle et qui sera présent sur les législatives. Donc voilà, vous pouvez vous référer pour faire votre choix à ce débat. Disponible en podcast, en YouTube. D'ailleurs, toutes nos émissions sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On va passer à la deuxième rubrique, c'est la guerre en Ukraine. Oui, pardon, excusez-moi. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Comme on parlait justement donc des présidentielles, on pourrait clairement s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et du gouvernement allemand qui souhaite que l'Allemagne réduise sa consommation de viande de 80%. C'est vraiment un chiffre qui donne de l'espoir, qui est très encourageant. Sachez qu'en Allemagne, un tiers des 19-25 ans se disent véganes ou végétariens. Déjà, donc c'est une bonne partie de la population et donc surtout voilà ce que le gouvernement veut réellement mettre en place pour réduire cette consommation de viande, que ce soit pour que ce soit plus soutenable pour l'environnement et aussi pour la santé. Il souhaite vraiment mettre en place donc une taxe forte sur les produits d'origine animale et à contrario donner beaucoup d'aide pour toutes les alternatives végétales. Merci Corentin, ça me rappelle un petit peu ce que va proposer l'AVF. Justement, il y a une campagne, il me semble, de l'AVF pour proposer une taxation sur les produits carnés. Un autre sujet dont on parle malheureusement énormément en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Alban, peut-être tu peux commencer sur ce sujet ? Oui, alors déjà, les animaux sont souvent les grands oubliés de la guerre malheureusement. Donc moi, je vous propose de faire un petit bilan de ce qui se passe pour les animaux en Ukraine. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres guerres, beaucoup d'Ukrainiens ont fui avec leurs animaux de compagnie. Ils les emmènent avec eux parce qu'ils tiennent à eux. Et aussi, pour faciliter cela, les pays voisins ont assoupli leurs règles pour que les animaux puissent passer la frontière plus facilement. Mais après, malheureusement, il y a encore des animaux domestiques qui sont abandonnés, notamment dans les gares, qui sont souvent surpeuplés, et aussi dans des appartements qui sont laissés à l'abandon, même si on peut leur donner quelques nourritures. Enfin, les pauvres animaux, ils stressent et tout. Donc pour lutter contre ça, il y a plusieurs associations de la protection animale qui sont sur place. Je pense notamment à PETA. Après, pour ce qui est des animaux en captivité, les animaux sont quand même laissés dans les zoos. Malheureusement, il y a 3 grands zoos en Ukraine, à Kiev, à Kharkiv et à Odessa. Donc on voit que les animaux les plus vulnérables, ils sont sous sédatifs. Après, les soignants restent un petit peu avec eux la nuit, selon les personnes locales. Il y a aussi plusieurs animaux qui sont déplacés dans des enclos en sous-sol, ce qui est totalement infernal pour les animaux. Ils ne voient plus la lumière du jour, ils sont stressés par le bruit des bombes notamment, et ils ont de moins en moins de ressources pour survivre aussi. Après, il y a quelques animaux qui
qui ont pu être évacués et transférés, mais ça reste très stressant pour eux et difficile. Mais bon, voilà, pour les aider, on peut faire des dons, notamment pour financer la nourriture et les transports. Et est-ce qu'on sait, Alban, si ces 3 zoos que tu as cités là ont été touchés ou non par différents bombardements ou actions militaires? Ah oui, il y en a un qui a été touché. Ouais. Je crois que c'est celui de Kiev, il me semble. Après là-dessus, moi je voudrais juste rebondir sur, quand tu as dit que les Ukrainiens partent avec leurs animaux parce que contrairement à d'autres zones de guerre, ils y tiennent plus que dans d'autres endroits. Moi je pense que c'est surtout parce que là il y a les moyens qui sont mis pour qu'ils puissent partir avec leurs animaux, parce que comme il y a énormément de lumière qui est faite sur cette guerre, il y a des moyens associatifs. Comme tu dis, on a assoupli certaines règles au niveau des frontières, et je pense que malheureusement sur toutes les zones de guerre, il n'y a pas ces facilités entre guillemets, alors avec des gros guillemets parce que ça reste la guerre, mais voilà, malheureusement il y a une petite inégalité quelque part. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui change au niveau de nos mentalités, et que avant, quand il y avait une guerre, c'est vrai que il y avait uniquement le côté humain qui était mis en avant. Et là, les mentalités changent depuis quelques années, et donc c'est vrai que en fait maintenant on prend autant compte que il y a aussi tous ces animaux de compagnie ou ces animaux dans les zoos, dans les parcs animaliers ou même dans des refuges qui sont aussi à prendre en compte et qu'on peut pas mettre de côté. Ouais. Ça me rappelle une citation, j'ai noté exprès cette citation d'Alphonse de Lamartine, qui était un poète politicien, qui disait: on n'a pas 2 cœurs, un pour les animaux, un pour les humains. Exactement. On en a qu'un et puis c'est tout. Bien sûr. Et justement, je pense qu'on a la belle preuve avec ton association, Corentin, si tu nous le permets d'en parler. Avec c'est vraiment émouvant, très émouvant, parce que on est animaliste pour les animaux non humains et pour les animaux humains aussi. Exactement, ouais. Pour moi, ça me paraît pas possible de faire une différence. On doit vraiment prendre tout le monde en compte. Et nous, je sais qu'avec les différents allers-retours qu'on a pu programmer là-bas pour essayer d'aider un maximum de personnes, on a communiqué grandement avec les associations. Ton association, c'est Soyons un exemple, c'est ça? Soyons un exemple. Voilà, avec mon association Soyons un exemple, on a organisé plusieurs voyages donc en Pologne pour pouvoir ramener des femmes avec leurs enfants, des familles. Et bien sûr, on a communiqué largement avant les départs avec les associations locales pour les prévenir que bien évidemment, il y aurait de la place pour leurs animaux de compagnie, qu'on prenait tout le monde en compte. Et donc, on a pu ramener aussi des animaux en plus des femmes avec leurs enfants. Bravo. Et en plus, tu disais que vous allez aussi faire quelque chose pour les migrants, c'est ça, à Calais ? Du coup, en fait, c'est un peu toujours la même chose. En fait, on a l'impression qu'à la télé, il y a qu'une seule actualité, alors qu'en fait, il y a des guerres aussi dans d'autres endroits du monde, mais qu'on oublie soit avec le temps ou juste qu'on ne parle plus. Et donc, depuis qu'il y a eu cette guerre en Ukraine, tous les convois de denrées, de dons, se sont focalisés sur l'Ukraine. Et donc, pour prendre un exemple qui est chez nous en France, donc à Calais, où il y a beaucoup de migrants, ils n'ont plus de dons. Il n'y a absolument plus rien qui arrive là-bas pour eux. Donc voilà, avec l'association, on va aussi organiser un voyage la semaine prochaine pour leur ramener de la nourriture, de l'hygiène et des soins à Calais. Bravo, bravo. Ça me rappelle aussi un ami qui se reconnaîtra, Cristiano, il est au Portugal. Et depuis le Portugal, avec son association animaliste, justement, ils sont partis en Pologne pour aller aider aussi la population qui migre depuis l'Ukraine. Merveilleux. C'est merveilleux. Je rappelle aussi que Pythagore l'a dit il y a fort longtemps, tant que les humains massacreront les animaux, ils s'entretueront. Voilà, je cite souvent Pythagore, puisque Amadeus le cite souvent aussi. Il est derrière dans la régie. Moi, je trouve ça vraiment génial ce que tu fais, et d'autant plus d'ouvrir au-delà de simplement ce qui se passe en Ukraine, d'ouvrir vers Calais, vers d'autres migrants qui fuient d'autres situations de guerre également. Ouais. Et moi, j'avais envie de parler, pour ouvrir un petit peu le débat aussi, revenir sur la cause animale, mais de parler de Amir Khalil. C'est un vétérinaire de guerre. Alors lui qui n'intervient pas en Ukraine pour autant que je le sache, mais qui est intervenu sur énormément de terrains de conflits et de guerres, notamment au Moyen-Orient, pour évacuer les animaux des zoos, parce que les animaux des zoos sont les premières victimes des guerres bien souvent, parce que on voit bien que dans des pays en paix comme le nôtre, on nous présente les zoos comme des endroits de préservation des espèces entre guillemets, mais en fait dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des guerres, ce sont les premiers à être abandonnés, à être laissés à leur sort, sans eau, sans nourriture, enfermés. Et voilà. Et donc ce vétérinaire se mobilise pour ces animaux avec l'association Four Paws, qui veut dire 4 pattes en anglais. Et le credo de cette association, c'est qu'elle aide les animaux qui sont sous l'influence directe des humains. Quand on voit déjà de manière générale dans ces parcs aquatiques, dans ces zoos, ces parcs animaliers, que les animaux de toute façon n'ont pas
tout ce qu'ils devraient avoir pour être totalement heureux. On se doute bien qu'en période de guerre, en plus de ça, voilà, c'est catastrophique. On va passer à l'autre rubrique qui est sur les rapports du GIEC. En ce moment, les rapports sont en train de tomber, il y en a 3. On rappelle que le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental, sur l'évolution du climat. Il y a 3 rapports. Il y en a 2 qui sont tombés, c'est un rapport sur l'aspect scientifique, un autre sur les conséquences, et le 3e devrait tomber justement ce mois-ci sur les atténuations et les recommandations que ferait justement le GIEC. Corentin, tu as des choses à dire sur ce rapport? Une fois de plus, ils sont unanimes et dans leur rapport, voilà, ils prônent vraiment le fait de diminuer notre consommation de viande, que ce soit soutenable pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Et c'est vraiment ça qui en ressort à chaque fois. Donc on se demande comment les choses ne vont pas plus vite et comment des décisions ne sont pas prises pour accélérer ça et prendre en compte justement tous ces retours scientifiques. Moi, j'ai envie de souligner quand même que ça fait des années et des années qu'on le sait que l'élevage est une catastrophe pour l'environnement. Le rapport de la FAO qui avait dit que l'élevage, c'est entre 14,5 et 18% des émissions de gaz à effet de serre, ça date pas d'hier. Mais malgré tout, en France, on voit que rien n'est fait. Au niveau des événements officiels, il y a toujours de la viande qui est servie partout, des produits laitiers. Et donc, voilà. On en parlait tout à l'heure. Lors de la COP26, il n'y a pas eu un seul repas proposé à nos dirigeants sans viande, végétarien, ou voilà. Ça a été de la viande à chaque repas qui leur a été proposé, alors qu'on sait que c'est le problème principal. Problème principal de l'environnement, problème principal sur la santé, et on ne le rappellera jamais assez ici au Journal de la cause animale, problème principal éthique aussi. Oui, mais la viande et la chasse, c'est la France, donc... Tu es très ironique, très informatrice. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, on a voulu aussi faire intervenir notre second invité qui, par contre, en visioconférence, il s'appelle Franck Schraffstetter. J'espère que, Franck, je prononce bien votre nom ? Oui, c'est bien prononcé. Ok, super. Franck, tu vas nous parler de ton ouvrage qui s'appelle « À la lisière des hommes », c'est bien ça ? À la lisière de l'homme, oui. À la lisière de l'homme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, à la lisière de l'homme, c'est cette limite où on est toujours entre l'homme et l'humain, c'est-à-dire par rapport à notre comportement. On peut finalement se revendiquer souvent d'une certaine humanité, alors que souvent on se comporte comme des hommes d'une manière un peu primitive, voire égoïste. Et donc, cette idée de la limite sur laquelle on est, c'est un petit peu ce que vous voulez illustrer. Donc, sur des poésies, une trentaine de poésies, donc, dont 5 à écus, qui reprennent un peu toutes les thématiques de la cause animale. Donc, à la fois les élevages, l'expérimentation animale, l'abandon des chiens ou la chasse, par exemple. L'idée a vraiment été au niveau des mots de ne pas aller dans le côté gore ou dans le côté trop sensible, mais d'élever une sensibilité, de poser un questionnement, en fait. Et le livre est déjà disponible, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, très bien. Je vois qu'on l'a sur le plateau, on va le diffuser justement. Et où est-ce qu'on peut le trouver du coup ? Alors, l'éditeur, c'est Bod, Book on Demand, ou alors vous le trouvez sur le site latsuna.com. D'accord. Il y a des très belles illustrations. On l'a avec nous. Qui est-ce qui a illustré le livre ? Donc c'est Mia qui est danseuse et qui est dans sa passion aussi illustratrice et végane aussi, donc qui est militante et qui apporte son. Bravo pour cet ouvrage. L'idée c'était vraiment de compléter que les dessins complètent les poésies en apportant un autre point de vue encore. On l'a testé dans des classes et ça a plutôt bien marché, quoi. À partir de 8 ans, je vois qu'il y a écrit. On rappelle que tu es aussi cofondateur de l'association Code Animal, c'est bien ça ? Oui, fondateur, j'étais tout seul, ouais. Ah, super. Et alors, est-ce que en deux mots, est-ce qu'il est possible peut-être de rappeler un petit peu ce que c'est Code Animal ? Alors, Code Animal, c'est une association qui est spécialisée dans la faune sauvage captive, donc qui, depuis 20 ans, se bat contre la problématique des animaux dans les cirques, mais aussi les nouveaux animaux de compagnie, les zoos. Donc, on avait sorti des rapports et des livres sur les zoos. Donc j'ai écrit pas mal de rapports à l'époque sur ce sujet-là. Et maintenant, c'est Alexandra Morette qui a repris brillamment la direction. Merci beaucoup, Franck. Merci. On va passer. Je vous en prie. Ouais, merci. On va passer en fait à un nouveau format. On a mis en place des rubriques et puis là maintenant, on a la dernière rubrique sur la flash info. Alors en une phrase, on a décidé de chacune dire en une phrase une information, une actu qui est intéressante. Tu commences. On commence avec le premier paracétamol vegan au monde qui va être lancé par la Vegan Society. Alors, paracétamol, c'est déjà une molécule qui existe. C'est juste que c'est les comprimés qui sont faits de manière végane, non testés sur les animaux. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est juste ça qui a changé avec le paracétamol, c'est qu'ils sont plus testés sur les animaux. Alors, il n'y a plus de matière, de produits d'origine animale dedans. Ok, donc il y en avait avant. Voilà, c'est ça. Les gélules, c'est à base de poisson. Il faut faire attention aux médicaments, ouais. Et en plus, c'est Sanofi Aventis qui font aussi des tests sur les médicaments, sur les animaux, pardon. Très bien. Bon, on avait décidé de faire ça en une phrase. On enchaîne avec qui ?
Moi, je veux bien. Il y a un Burger King qui a ouvert à Londres qui est 100% vegan. Là, pour l'instant, c'est une phase test pendant 1 mois, mais si ça marche, ils comptent en ouvrir plus. Ça, c'est vraiment cool. Et je crois qu'ils sont en collaboration avec La Vie, c'est ça ? Justement, ils sont en collaboration avec La Vie pour leur bacon végétal. Donc il faut y aller à fond là pour que ça dure plus longtemps. C'est ça. Ok, génial. Très bien. Moi, j'ai une information qui se tient en une phrase. C'est la marque Vibio qui font des sextoys qui sont certifiés vegan trademark, le fameux logo vegan. Et c'est la première fois qu'on certifie vraiment de manière très officielle des sextoys. Je rappelle que c'est très important. Bon, finalement, c'est pas une phrase, mais je rappelle quand même que c'est très important puisque on retrouve beaucoup de matière animale et sans parler des tests aussi qui sont faits sur les animaux dans tout ce qui est préservatif, lubrifiant. Pardon. C'est incroyable comme on en retrouve partout. En fait. Partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est véganisable. Donc, j'attrape la balle au vol. J'en profite pour annoncer le prochain débat qui sera sur les couples mixtes vegan carnistes. Est-ce que c'est possible ? Quelles difficultés ? Voilà, donc au sein des couples mixtes, utilisez des sextoys vegan, s'il vous plaît. Rendez-vous dans 2 semaines pour le débat. Autre actu. Moi, j'en ai une. Vas-y, Alban. C'est Paris Animaux Zoopolis qui a fait une enquête sur l'empoisonnement des poissons. Donc, en fait, c'est le fait, un peu comme la chasse, de les élever pour ensuite de les relâcher pour être pêchés. Et ils invitent à travers une pétition les candidats à la présidentielle à s'engager à interdire cette pratique. Je prends la suite. Vas-y. La députée Claire Aupetit lance une proposition de loi visant à interdire la chasse à courre. Et cela fait suite au travail conjoint qui a été mené avec l'association Convergence Animaux Politiques. Bravo. Et super, on va rester dans la chasse et du coup, vous parlez de la chasse au tang à La Réunion qui est dénoncée par One Voice car cette pratique aurait dû s'arrêter depuis le 15 janvier pour pouvoir laisser cette espèce tranquille se reproduire et se repeupler. Et le préfet de La Réunion n'a strictement rien à faire de la loi et a décidé qu'on pouvait continuer cette pratique qui ressemble à du déterrage en fait, parce qu'on va vraiment les traquer au fond de leur nid. Et donc One Voice a posé une première demande pour faire annuler cet arrêté qui a été rebooté. Et donc ils en ont reposé un deuxième instantanément pour vraiment en finir avec cette prolongation. Moi j'ai une question, c'est quoi les tangs Les tangs, c'est des... comment on pourrait appeler ça, des petits hérissons, entre des hérissons et des rats, on va dire, à La Réunion. Ouais, qui est vraiment une espèce endémique de là-bas. Et qui sont énormes, et qui est une espèce qui est vraiment très très braconnée toute l'année par les Réunionnais. On est un peu fiers aussi parce que c'est quelqu'un de l'équipe qui est justement l'initiateur de cette mission. Voilà, notre ami Rudy. Exactement, il est là, dans les coulisses. Ok, moi aussi j'ai une actu en fait de 269 Life, une association israélienne qui va sauver des centaines d'ânes. Alors en fait je peux pas vous en dire un peu plus puisqu'on fera un sujet justement, donc c'est un petit peu un teasing que je vous fais là et on en reparlera justement au prochain JT. Super. Merci pour toutes ces actus et maintenant place aux événements. Salut l'équipe, salut les auditeurs, ouvrez vos agendas, c'est parti pour les événements du mois d'avril. Pour en finir avec la chasse à courre, malgré le froid, une grande manif AVA se prépare pour le samedi 2 avril. C'est la première fois que toutes les cellules AVA seront réunies à Compiègne, ville devenue le symbole de l'anti-chasse à courre. Rendez-vous de 14h à 16h30. One Voice organise un stand pour la sensibilisation sur la souffrance des chats errants à Saint-André-les-Vergers, samedi 2 avril de 9h à 18h. À Montpellier, samedi 9 avril de 10h à 11h30, information et sensibilisation via une pétition et un tractage sur le respect des loups. Ce même samedi 9 avril à Strasbourg de 14h à 16h30, un happening organisé par L214 a comme objectif de faire le lien entre l'assiette du consommateur et l'animal qui s'y trouve. Samedi 16 avril à Amiens, de 14h à 17h, place Denis Gobelin, une action organisée par 269 Life France aura lieu pour dénoncer le massacre des agneaux pour la fête de Pâques. Un happening anti-corrida à Arles, organisé par No Corrida, se déroulera samedi 16 avril de 14h à 17h30. À Chambéry, samedi 16 avril, une conférence avec Pierre Rigaud sur l'abolition de la chasse aura lieu au cinéma du Thiers de 18h à 20h, organisé par Ajas. Rendez-vous à Paris, jeudi 21 avril, à la librairie Utopia de 18h30 à 20h. Dominique Wolfboré, Camille Brunel et Rosa B seront présents pour la sortie de leur livre au sujet du regard croisé sur les droits des animaux. Ce sera une conférence avec un débat, des rencontres et des dédicaces.
Pour la journée mondiale contre l'exploitation animale, samedi 23 avril, de 11h à 13h à Toulouse, un happening et mise en scène seront organisés par le collectif Nature Sauvage Occitanie et le collectif citoyen Nature Sauvage. Nous finirons par 4 cubes de la vérité, samedi 9 avril à Toulon de 14h à 17h, dimanche 10 avril à Bordeaux de 15h15 à 18h45, le samedi 16 avril à Avignon de 15h à 18h et dimanche 24 avril à Anglet de 14h30 à 18h. Et voilà, nous avons fini pour les événements du mois d'avril. Je vous embrasse tous et vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci Willy. L'émission touche à sa fin. Je tiens à remercier le studio Armada. On remercie bien sûr toute l'équipe, les chroniqueurs, les chroniqueuses, l'équipe technique qui est derrière, notre chère invitée Judith Deirossi. Merci à vous. Voilà, et Franck aussi qui est en ligne avec nous. Et voilà, notre collaborateur aussi Vegani. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, cette émission, c'est votre émission. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez aussi de cette nouvelle formule. Et le Journal de la Cause Animale est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en podcast et en vidéo. Voilà, à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci. Vous écoutez Armada.